Bonjour et bienvenue à votre 7 semaines dans Dautré, édition du 25 mai 2025. Plusieurs sujets cette fois-ci qu'on vous présente en résumé de la semaine. Premièrement, on parle de Jessica Leclerc, qui est la directrice générale de ADA, Aide à domicile Dautré, qui est venue nous entretenir sur l'évolution de l'entreprise depuis un an, des services offerts et encore là, qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme service, autant au niveau des employés qu'au niveau des prestataires. Nous avons parler aussi, nous allons parler du conseil de la visitation de l'île du Pas, donc quelques résumés, quelques présentations des différents points qui ont été discutés lors de cette assemblée de conseil. On vous parle de la chapelle des Culs-de-Mer qui entame sa saison bientôt, mais il y a eu une pré-saison avec le vernissage des œuvres des jeunes, des finissants de l'école secondaire Pierre de l'Estage, ceux qui sont en art, et aussi avec des ateliers de poésie. Donc, on a mélangé art visuel et poésie. Donc, vraiment un très beau vernissage. Et il y a aussi la rencontre avant avec les jeunes qui présentaient leur œuvre. Caroline Ouellette, maintenant, pourquoi qu'on vous parle de cette jeune personne très dynamique? Caroline Ouellette est la propriétaire de la compagnie Pratique, spécialisée en ressources humaines et CSST. Et Caroline a vécu vraiment, lors des dernières semaines, vraiment une semaine très intense dans le sens qu'elle a gagné un premier prix au niveau des Mercuriades, donc innovation en CSST et CNT, ainsi qu'aux essais Xior de la Chambre de commerce de Joliette. Vraiment des belles reconnaissances pour le travail présenté, le travail fait. Entre autres, c'est un masque de réalité virtuelle qui vous permet de visualiser des situations en harcèlement, justement. Qu'est-ce que le harcèlement? À quoi on peut s'attendre si on pense être victime de harcèlement? Donc, ces distinctions, vraiment la mettre en vedette. Une première partie de l'entrevue, on parle un peu de l'évolution de sa carrière, de son entreprise au fil des ans. Et malgré la belle température qu'on nous annonce qu'on n'a pas, c'est vraiment un petit peu décevant, morose de ce temps-ci. On vous présente une capsule de yoga avec Jocelyne, justement pour nous permettre de devenir zen, d'en profiter et de relaxer en fin de semaine. Sur ce, bonne écoute. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc. Bonjour Jessica, comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu des congés de maternité, plein de réorganisations au sein de ADA. Et tu es la directrice générale, tu viens toujours recommencer. On va parler des petites capsules, c'était très intéressant de parler d'évolution d'ADA au fil des années. Depuis que tu es venue, ça fait presque un an, il y a eu beaucoup de croissance au niveau d'ADA. Malheureusement ou heureusement, il y a encore beaucoup de demandes de services, beaucoup de demandes. Est-ce que ça va bien à ce niveau-là? Oui, ça va vraiment bien. Justement, on a pris l'année dernière pour se recentrer sur l'entreprise, mais également être en mesure de soutenir la croissance de l'entreprise. Donc, on a terminé l'année financière là, au 31 mars dernier avec 79 000 heures de service. C'est quelque chose? Oui, qu'on a offert à la population. Donc, on est vraiment fiers de ça. Et c'est une croissance de 15 % environ versus l'année d'avant. Donc, c'est une très grande croissance. C'est majeur. Oui. Tu me parles de 79 000 heures, c'est bien ça que tu dis? Donc, dans le fond, il y a eu vraiment cette croissance-là. Vous avez été capable de la gérer parce qu'il faut comprendre qu'il y a les demandes, mais il faut venir à la demande. Là, je veux dire, il y a beaucoup être capable de trouver du personnel, être capable de fournir les services. Effectivement. C'était quoi le plus grand défi? Je dirais le recrutement, mais le recrutement, c'est un travail qu'on fait en continu chez ADA. Donc, on n'a pas nécessairement des périodes d'embauche planifiées. On recrute à l'année. Donc, ce qui nous permet de répondre aux besoins quand ils changent. Donc, quand on a une augmentation des besoins au niveau des travaux légers, on va vraiment orienter nos embauches vers les travaux légers. Donc, on a été en mesure de soutenir cette demande-là. C'est certain aussi que, oui, il y a eu des congés de maternité. Nos congés de maternité sont de retour dans l'entreprise. Bon, on est bien contente. Et puis, ça fait en sorte que l'équipe s'est agrandie également. T'sais, on a maintenant une adjointe administrative qui est en support à l'affectation aussi. On a une directrice des ressources humaines. Donc, on est vraiment venu soutenir toute cette croissance-là. Et puis, voilà. Tu t'es rendu avec combien de personnes au total quand tu me parles? Au niveau de l'équipe administrative, c'est une équipe de 7 personnes en ce moment. Et éventuellement peut-être une 8e, là, donc on est en train de regarder ça. Et puis au niveau des aides à domicile, on est
entre 80 et 85. C'est beaucoup. Oui. C'est vraiment c'est plus une PME, c'est rendu une moyenne. c'est une moyenne entreprise, 80 à gérer, c'est 80 caractères, 80 plein de choses, là, 80 horaires. Je comprends que c'est tous des défis et tout à ce niveau-là. Effectivement, je pense que le plus grand défi, pas nécessairement juste de notre entreprise, mais de la société, c'est la gestion de l'humain. C'est ça. Mais on est quand même des très bonnes à gérer les horaires et tout, parce que chaque personne a ses particularités, a sa vie familiale et tout. Donc, on essaie vraiment d'offrir des horaires qui sont conviviales et qui conviennent à tous. On va parler justement un petit peu des services que vous offrez et on est dans la période des grands ménages. Avant ça, le grand ménage du printemps, je pense que ça reste une tradition dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles. Et là, vous êtes là pour aider. Oui, tout à fait. On est en plein dans la période des grands ménages. Donc, ça a débuté début avril environ. Et ça va jusqu'à, je dirais, novembre-décembre même. Mais on offre quand même le service toute l'année. Donc, on fait travaux lourds, en gros, grand ménage et lavage de vitres et fenêtres. On a des gens qui font les services dans tous les secteurs qu'on dessert. Donc, ça, c'est vraiment super également. Et puis, il nous reste encore quelques places. Donc, les gens ils peuvent nous contacter. Tant au niveau des places, puis en tant au niveau du recrutement, je te le mettrais en parallèle aussi. Oui, trouver des gens qui sont capables de faire ce genre de travail. Effectivement. En ce moment, tous nos secteurs sont desservis. Donc, ça se passe très bien, mais il y a quand même une grande demande. Fait qu'on recrute également des nouvelles personnes pour chacun de nos secteurs. C'est ça. Il faut dire que ADA est disponible à tous. C'est pas quand même spécial. Vous avez une partie d'aide à domicile pour personnes on pourrait dire à moins bonne mobilité ou des choses comme ça, mais une mère de famille, une petite famille qui dit « Regarde, je suis due pour faire un grand ménage, j'ai 2 enfants, j'ai une vie de fou, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes là pour ça aussi, là. Oui, c'est sûr que les services sont offerts à toute la population. Puis ça dépend. Des fois, les gens ils vivent des périodes particulières aussi dans leur vie où ils ont besoin de soutien, puis on est là. C'est certain que la mission de l'entreprise elle est vraiment orientée vers les gens de 65 ans et plus, parce que la mission, dans le fond, est de maintenir ces gens-là à domicile le plus longtemps possible. Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus orienté vers 65 ans et plus, mais quand même, c'est ouvert à la population. C'est ça. Et quand tu me parles de 65 ans et plus, de 70 ans maintenant, les reçus sont officiels pour faire des demandes de crédit de maintien à domicile. Oui. Vous êtes enregistré pour tout. C'est pas undercover comme on dit. Vous êtes vraiment officialisé que quand les gens ont ces reçus-là, l'avantage, dans le fond, de faire affaire avec vous, vous avez ces reçus-là. Après ça, à la fin de l'année, on les émet. Tu peux les émettre pour faire les crédits. Vous avez décidé aussi, au niveau de ADA, d'être très présent sur les réseaux sociaux, de vous impliquer et tout. C'était une nouvelle vision, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment une façon, premièrement, de vous faire connaître, puis c'est vraiment comme ça, vous rejoignez, entre guillemets, votre public, on pourrait dire. Oui. C'est certain que notre clientèle, c'est beaucoup des personnes aînées. En perte d'autonomie et tout, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plutôt une vision d'être présent pour la communauté puis de démontrer qu'on est là pour aider les gens. C'est beaucoup les proches aidants qu'on va rejoindre, les familles, nos employés aussi. C'est une belle visibilité pour ça. Et en gros, vraiment plus pour la communauté, je pense. Je dirais pour une estime aussi, tu parles des employés. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous avez, ça leur fait une estime. Ah, tu travailles là, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez encore votre centre de formation, j'imagine, au 2e étage qui existe. Effectivement, c'est vraiment... non, je pense qu'on essaie de promouvoir les activités qu'on fait au quotidien, les projets, les succès aussi de l'entreprise. Donc, oui, on aime bien ça, être présent. C'est très bien. En terminant, tantôt on en a parlé, vous êtes toujours en recrutement continu. Donc, les gens qui sont intéressés, justement, peuvent aller voir un peu sur Facebook qu'est-ce que vous faites, mais peuvent se présenter aussi sur la rue Montcalm pour voir. Effectivement, on recrute à l'année. En plus, dans les 2 dernières années, on a beaucoup bonifié nos conditions de travail, donc ça, c'est super. En gros, rapidement, on a intégré les soins virtuels. De la télémédecine, dans le fond, via TELUS Santé. Et puis, ça permet d'avoir accès à des professionnels de la santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc, on a intégré ça pour nos employés et puis ça permet de consulter en tout temps sans nécessairement avoir à manquer le travail pour se rendre à l'urgence ou aller en clinique. Et ça, c'est vraiment bien. Et récemment, on a fait le lancement de la plateforme Teddy, qui est un compte mieux-être pour les employés. Donc, l'entreprise alloue un montant par employé pour que ça soit des dépenses au niveau activités sportives, massothérapie, tout ça. Donc, entraînement, gym, des choses comme ça. Oui, effectivement, vraiment pour continuer dans notre voie de promouvoir le mieux-être au travail. C'est très, très bien. Puis en même temps, c'est des façons, on pourrait dire originales, d'attirer les gens. Il n'y a peut-être pas des super gros fonds de pension ou des choses comme ça, mais ces petits à côté-là sont toujours appréciés. Oui, tout à fait. Puis tu sais, non, il n'y a pas nécessairement de fonds de pension, mais on offre quand même un RVER, là, qui est un régime dans le fond, auquel l'employeur va cotiser et l'employé cotise également. Puis les cotisations augmentent aussi là, par année, dépendamment. Oui, exactement. Donc, tu sais, on trace notre voie là, à travers les employeurs de la région. C'est très bien. Donc, d'une petite OBNL qui a commencé... Vous êtes rendu vraiment une PME, là, malgré c'est pas ne va pas sans, comment je peux dire ça, ne va pas un contre l'autre, être au BNL, mais il faut avoir un esprit d'entrepreneur, un gros travail à faire. Oui, je dirais que je pense que dans les dernières années, on a réussi à attirer des talents qui fait en sorte que on est là aujourd'hui, et puis, tu sais, on va se dire c'est quand même une équipe dirigée par des femmes, pour des femmes. C'est ça, on aime beaucoup nos aides à domicile masculins, mais la majeure partie de nos employés, c'est des femmes. Je pense qu'on a réussi à mettre de l'avant un leadership qui est féminin, avec une vision qui est beaucoup axée justement sur le fait qu'on comprend c'est quoi être, je pense, une femme de nos jours, d'avoir plusieurs rôles, d'être maman, grand-maman, proche aidante, travailleuse. Donc, tu sais, on porte plusieurs chapeaux. Fait que je pense qu'on incarne vraiment bien ça, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on attire des talents. Bon, bien, je te félicite. On va se reparler sûrement dans les prochains mois, mais très, très bien pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Présentation d'options du rapport financier 2024 et du rapport d'auditeur externe. Madame Clément est avec nous. Je vous laisse la parole si vous voulez nous expliquer. D'accord. Donc, on va commencer par ce pourquoi on est là, le rapport de l'auditeur. Donc, je vais vous faire un résumé, par exemple, on va pas tout lire parce que c'est très long. Mais on va commencer par le premier paragraphe, c'est le paragraphe dans le compte de l'opinion. Dans le fond, on mentionne que les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité de la Visitation de l'île du Bas au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a le paragraphe de fondement de l'opinion qui mentionne que, dans le fond, on s'est conformé à toutes les règles de déontologie qui s'appliquaient et qu'on a réuni assez d'éléments probants, dans le fond, pour être capable de fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on a un petit paragraphe d'observation qui mentionne qu'il y a 3 pages au sein du rapport financier qui sont faites spécifiquement pour le ministère et qui ne sont pas conformes aux normes comptables, mais dans le fond, ça ne modifie pas notre opinion face au rapport financier en soi. Ensuite, la responsabilité de la direction à l'égard des états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers et de mettre en place un contrôle interne suffisant pour être en mesure de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, les responsabilités de l'auditeur. Nous, dans le fond, notre responsabilité, c'est d'avoir une assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives, conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ensuite, il y a les différentes procédures qu'on met en place pour être en mesure de fonder notre opinion. Donc, on va évaluer les risques. Ensuite, on va avoir une compréhension des éléments du contrôle interne au sein de la municipalité. On va évaluer le caractère approprié des méthodes comptables retenues. Ensuite, on va s'assurer que le principe de continuité d'exploitation est encore en place pour la municipalité, qu'elle ne va pas cesser son exploitation. Ensuite, on va aussi évaluer la présentation, dans le fond, des états financiers en soi pour être sûr qu'ils donnent une image fidèle. Donc, nous, c'est ça notre tâche quand on fait un audit. Donc, ensuite, on va passer aux chiffres.
Donc, au niveau des résultats, on a des revenus de fonctionnement en 2024 pour 1 081 867. Ensuite, des revenus d'investissement pour 779 596. Pour un total des revenus pour l'année 2024 de 1 861 463. Les charges pour 2024 sont de 1 027 242, ce qui donne un excédent lié aux activités de 834 221. Pour ramener ça aux activités de fonctionnement, uniquement, on soustrait les revenus d'investissement mentionnés auparavant de 779 596. Donc, on a un excédent de fonctionnement avant les éléments de conciliation de 54 625. Ensuite, on a les différents éléments qu'on doit tenir compte pour atteindre notre excédent de fonctionnement. Donc, on rajoute l'amortissement des immobilisations de 111 688. Ensuite, on tient compte des affectations, donc dans le fond, les investissements qui sont assumés par le budget en cours, donc 3 291. Et ensuite, les affectations de 341 $, dans le fond, qui sont le remboursement du fonds de roulement pour 11 660. Et puis, l'utilisation du surplus pour l'année 2024 par rapport aux honoraires engagés avec M. Pierre Bertrand pour les zones inondables de 11 319. Donc, au final, on a un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 162 681. Au niveau de la situation financière, on a des actifs financiers. Le premier, c'est l'encaisse, donc le compte de banque, 178 809. Ensuite, des débiteurs pour 2 661 114, qui sont composés principalement des deux subventions qui sont à recevoir pour les travaux de réfection du rendu du pas. Donc, la subvention de PAVL pour 2 400 000 et puis la subvention de la TEC qui est à recevoir aussi pour 160 000. Au niveau des passifs, on a l'emprunt temporaire qui sert à financer les travaux en attendant à l'enfinancement permanent, puis de recevoir les subventions aussi. Donc, 2 900 488. Ensuite, au niveau des créditeurs charges à payer, 544 058. C'est un montant composé de la retenue, justement, du 5 retenue pour les travaux de la réfection du rendu du pas, qui est environ 210 000. Ensuite, des comptes à payer pour 109 000. Les taxes à payer aussi pour 205 000, les DAS 6 000, et puis les intérêts courus sur l'emprunt temporaire de 14 000. Ensuite, les revenus reportés. On a des taxes perçues d'avance pour 9 000 et une autre subvention qui est reçue pour 2025 de 9 000 $. Donc, on a un total des passifs de 3 464 784. Donc, la municipalité a une dette nette de 624 861. Au niveau des actifs non financiers, il y a des immobilisations corporelles pour 5 116 648. Et puis ensuite, il y a des frais payés d'avance pour 24 000 $ et puis un stock d'inventaire de pièces de rechange pour 16 000 $. Donc, l'excédent accumulé au 31 décembre 2024 pour la municipalité de 4 531 831. À la page suivante, on va détailler ce montant-là, dans le fond. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 361 344. Ensuite, on a un montant aussi d'excédent de fonctionnement mais qui est affecté, lui, à cause du budget 2025 de 25 000 $. Ensuite, on a le fonds des élections de 11 580. Un fonds de roulement de 56 621. Ensuite, le financement des investissements en cours. Dans le fond, c'est le montant qui est à financer par la municipalité pour les travaux de réfection du Rambien du Pas de 1 039 362. Et finalement, les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de 5 116 648, qui donne le total qu'on a vu précédemment de 4 531 831. Ensuite, au niveau de l'endettement de la municipalité, elle a uniquement l'emprunt temporaire que j'ai mentionné tout à l'heure, 1 039 362. Et puis, si on y va vraiment de manière plus globale, en compte de la part de la municipalité dans la MRC, qui est de 94 052, ça donne un total de 1 133 414. Ensuite, le détail des revenus pour l'exercice. On a des revenus de taxation de 939 897, des revenus de transfert de subvention pour 94 977, des services rendus, donc la location de salles et autres petites activités, là, 8 890,
On a des impositions de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, 16 700. Donc, c'est composé de 15 000 environ de mutation et puis de 1 700 d'émission de permis. Au niveau des autres revenus de fonctionnement, c'est 21 403. De ce montant-là, il y a 11 000 qui proviennent des intérêts sur les arrérages de taxes, puis 10 000 qui proviennent du PAC rural de la MRC pour tout le recensement des freins sur le territoire de la municipalité. Au niveau des revenus d'investissement, c'est aussi que des subventions. Il y en a pour un montant de 779 596. Ce montant-là est composé de 80 000 de la taxe d'assises, la TEC, 684 000 pour le PAVL, donc les deux montants sont en lien avec les travaux de réfection durant le DUPA, et puis un 15 000 qui est aussi pour l'achat de l'UADL. Au niveau des charges, pour l'année 2024, l'administration générale, les charges ont été de 289 994. La sécurité publique, donc la police, c'est 81 389. La sécurité incendie, 90 420. Sécurité civile, 14 073. Au niveau du transport, pour le réseau routier, c'est 261 193. Transport collectif, 11 847. Après ça, hygiène du milieu, eau et égout, 47 320. Matière visuelle, 106 113. Cours d'eau, 1399. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement. Donc, aménagement, urbanisme et zonage, 60 146. Promotion et développement économique, 2149. Loisirs et culture, 54 199. Donc, le total de dépenses pour l'exercice 2024 de 1 27 242. Et finalement, la dernière page, les activités d'investissement. Comme je mentionné tantôt, les revenus d'investissement qui sont des subventions, 779 596. Les acquisitions d'immo pour l'immobilisation pour l'exercice 2024. Il y a les travaux de réfection durant le DUPA de 1 177 000. L'achat de l'UADL pour 15 000 et un réservoir à essence pour 3 000 le réservoir a été assumé par le Fonds général. Donc, c'est de là l'affectation de 3 291, qui donne un déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 412 508. Et voilà. C'était la lecture du rapport financier. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, exceptionnellement? Non. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du rapport? Monsieur Rondeau propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. 10.2, allocation d'un budget pour les activités de la fête au village 2025. Considérant que les activités entourant la fête au village 2025 se dérouleront du 23 août 2025 ou le 24 août 2025 s'il y a mauvais temps dans les municipalités. Ça, c'est essentiellement, on refait l'activité qu'on a faite au mois d'août l'année passée, qui a eu un très grand succès. On fait une deuxième édition. Considérant que pour le bon fonctionnement, il y a lieu de louer un budget nécessaire, considérant que les activités se tiendront devant l'Église et dans la rue d'église de la municipalité. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu qu'un montant de 5 500 soit alloué pour les activités reliées à la fête au village et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder au paiement requis auprès des différents fournisseurs à même les postes budgétaires 02 702 90 447. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Courchain propose. Est-ce que quelqu'un se donne? Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.3, autorisation, consommation d'alcool et vente d'alcool lors de la fête au village. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la consommation et la vente d'alcool dans la zone de la fête au village 2025, le 23 août 2025 ou le 24 août 2025 en cas de mauvais temps. D'autoriser Mme Nancy Gartin, directrice générale greffière trésorière, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la municipalité de la visitation de l'Édupa auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin de permettre la consommation de boissons alcoolisées et la vente d'alcool lors de la fête au village 2025. D'approuver la dérogation à l'article du règlement suivant.
Règlement 220-2010 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, article 1.1, stipulait que dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses du Québec et des Jeux. Qui a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Qui seconde? M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pas qu'encore, vous allez savoir qu'à la fin du village 23, il va y avoir de la vente d'alcool, de la microbrasserie, de Lyon, pour ceux qui sont intéressés. 10.4, autorisation de fermeture d'une partie de la rue de l'Église lors de la fête au village 2025. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture d'une partie de la rue de l'Église lors de la fête au village 2025. Qui est-ce qui en fait la proposition? Mme Jacinthe Blainville propose. Que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, Association des trappeurs et professionnels du Québec, soutien financier. Attendu la correspondance reçue de la part de M. Philippe Gaudet, président de l'Association des trappeurs professionnels du Québec, concernant une demande de soutien financier afin de poursuivre la déprédation sécuritaire et respectueuse de l'environnement sur le domaine public. Il est proposé par, appuyé par et résolu de verser la somme de 100$ à l'Association des trappeurs professionnels du Québec à titre de soutien financier afin de leur permettre de poursuivre les objectifs de déprédation sécuritaire et respectueuse de l'environnement sur le domaine public durant la saison de piégeage légal. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Blainville propose. Que quelqu'un seconde? Seconde. M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Corporation du patrimoine de Berthier, soutien financier. Attendu la correspondance reçue de la part de Mme Danielle Joyal, directrice de la Corporation du patrimoine de Berthier, concernant une demande de soutien financier afin de réaliser ou de faciliter les projets et les activités qui sont menées à la chapelle des Culs-de-Berre au cours de l'été. Il est proposé par, appuyé par et résolu. Il a versé la somme de 100$ à la Corporation du patrimoine de Berthier à titre de soutien financier afin de leur permettre de poursuivre leur objectif de réalisation des projets d'activités qui sont menés à la chapelle des Culs-de-Berre au cours de l'été. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Programme PEC 2024-2028. Aide additionnelle. Dépôt de titre informatif. Daté du 15 avril 2025, reçu de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêne, conformément au montant de 75 000$ accordé dans le cadre de la PEC pour la période, mais je ne suis pas sûr que c'est pas 2024. Oui, 2024-2028. Ce montant peut financer des travaux sur des infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristique, incluant des travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couvertes par le programme, soit les hôtels de ville, les garages municipaux, les entrepôts municipaux et les abris abrasifs. 5.7 mai, mois de la sensibilisation de la sclérose en... Ah oui, oui, ça c'est qu'un dépôt d'information. Le gouvernement nous a donné 75 000$ de plus de notre TEC du montant qu'on avait déjà reçu. 5.7 mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Considérant que chaque jour, en moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Considérant la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes au Canada, on en soit tout couple. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de décréter le mois de mai et le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Que le Conseil municipal de la visitation de l'île du Pas encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada, Division Québec. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Blainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bienvenue à cette nouvelle série des capsules
un été à la chapelle. Donc, on commence cet été avec une programmation toute spéciale, une collaboration que l'on a fait avec les élèves de Mme Odile Mandeville et Janie Enfield, qui sont tous deux professeurs à l'école Pierre de Lestage. Donc, nous voici devant l'école Pierre de Lestage et... Bonjour, bienvenue à Pierre de Lestage. Voilà Mme Mandeville qui m'accueille. Donc, suivez-nous. Nous allons rencontrer les élèves, ces artistes de l'école Pierre de Lestage et leurs professeurs. Bonjour. Alors, nous sommes dans la classe de Janie, qui est professeure de français en 3e secondaire, je pense, Voilà. accompagnée d'Odile Mandeville, qui est professeure en arts plastiques. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que un beau jour, j'ai reçu un courriel à la chapelle des Cuthbert de Mme Odile, qui me sollicitait, en fait, qui sollicitait la chapelle pour recevoir une exposition des élèves. Et puis, elle m'a envoyé quelques-unes des œuvres. Je suis restée subjuguée. Je dis, il faut faire une place aux élèves de Pierre de Lestage à la chapelle des Cuthbert de Berthier. Ce qu'on a fait, donc, on lance une exposition dont le vernissage aura lieu le 22 mai. Parlez-nous peut-être un peu des projets que vous avez menés avec vos élèves. C'est des élèves, pour la plupart, qui ont de l'art plastique depuis secondaire 1. En secondaire 4 et 5, bien, ils ont assez d'outils dans leur coffre à outils pour faire une œuvre qui les ressemble. Donc, c'est vraiment une œuvre carte blanche. Soit le choix du matériel, de la technique, puis je les accompagne là-dedans. Fait qu'on a vraiment la personnalité de chacun. L'année passée, j'avais fait une courte exposition, mais je cherchais un lieu pour la faire vivre, puis la montrer aussi, ce qui est important, là, de la montrer aux personnes de Berthierville, de leurs parents, de la sortir un peu de nos murs de Pierre de Lestage. Parfait. On a exactement les mêmes objectifs à la chapelle, ouvrir la chapelle à la population. Et le projet va aussi impliquer les élèves de la classe de Mme Janie Enfield, qui est professeure de français. Oui. Donc, expliquez-nous en quoi ça va consister. En fait, depuis plusieurs années déjà, je fais un recueil de poésie à chaque année avec mes élèves de 3e secondaire, mais aussi avec les élèves qui sont dans le projet Métaphore, qui est un groupe parascolaire qui a été créé, où on se réunit avec quelques élèves de tous les niveaux pour écrire, pour réfléchir à l'importance de la littérature dans nos vies. Donc, ces élèves-là participent aussi au recueil. Cette année, notre recueil s'intitule « De l'ordre dans le chaos ». Donc, on est bien fiers de ce projet-là. Merci beaucoup. Moi, quand j'entends des poèmes qui sont faits par des jeunes, ça me touche toujours un peu. Parce que l'âge de la poésie, pour moi, c'est souvent l'âge tendre. Quand on pense à Émile Nelligan ou à Arthur Rimbaud, hein, c'est durant leurs jeunes années, avant la vingtaine, qu'ils ont produit des œuvres absolument fabuleuses. Et ça va peut-être être le cas aussi avec vos élèves. Tout à fait. Donc, Janie, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, comment ça s'est construit, combien d'élèves y ont participé. Explique-nous un peu ce projet-là. Moi, ça part d'un intérêt personnel, puisque moi, j'ai moi-même publié des recueils de poésie, 3 recueils de poésie. Je voulais faire découvrir la poésie à mes élèves. Donc, dans ce recueil de poésie-là, il y a des textes de mes élèves de mes 3 groupes de secondaire 3 qui ont participé à des ateliers d'écriture pour essayer de les inspirer. Donc, ils ont participé à un atelier de collage, un autre atelier où est-ce qu'ils devaient écrire à partir d'un court-métrage. Donc, ça s'est laissé inspirer par le court-métrage. Dans un autre, ils devaient plonger dans leurs souvenirs pour les ramener dans le présent, ce qui a donné lieu à des poèmes vraiment très beaux, surprenants. Puis moi, je trouve ça très précieux parce que je trouve que c'est un beau souvenir aussi. C'est une photo de qui ils étaient à cette époque-là. Donc, relire ça par après, c'est super intéressant, c'est super touchant. Donc, voilà. Donc, Janie, tu es accompagnée de 2 de tes élèves, oui. Ariel et Anne-Alexia, qui ont écrit dans ce livre-là. Oui. Est-ce que vous voulez nous réciter un extrait de votre poème? Oui. Viennent des souvenirs, difficiles à imaginer, plaisir, tristesse, qui compte en réalité, une maladie enfouie en moi, trop loin pour demander au ciel de m'aider. Il nous bourre le cerveau. Nous ne sommes rien, que des zombies. Un univers d'éducation pour terminer sous médication. Nous masquerons l'illusion, nous ne sommes personne.
Donc, Odile, on va aller rencontrer tes élèves. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, alors on voit les œuvres que vous avez réalisées pendant votre cours. Alors, Odile, je vais te laisser me présenter tes artistes. Bien, voilà Andréana, Abigail, Anaïs, Kellyanne, Raphaël, Mia et Mathis. C'est des élèves que j'ai eus peut-être pour la plupart depuis secondaire 1, d'autres qui se sont ajoutés au fil des années. Ils ont chacun fait une toile de leur cru, donc qui était selon leur goût à eux, leurs intérêts. Voilà. Fait que moi, ce qui m'a inspirée pour faire cette toile-là, c'est que non seulement c'est un film d'enfance, mais ici, dans les Aristochats, il y a 3 petits chats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai aussi 2 sœurs. Fait que ça nous représentait bien, moi et ma famille, parce qu'il faut savoir que moi, ma famille, c'est quelque chose qui est beaucoup important pour moi. Fait que, en plus d'être pas un dessin animé, mais une animation que j'ai beaucoup aimée étant jeune, je trouve que ça m'a vraiment représentée puis que ça a touché beaucoup mes valeurs. Donc, moi, mon œuvre, dans le fond, ça représente comme le tournant de ma vie, comme l'année prochaine, je m'en vais au cégep. Puis, dans le fond, c'est tout ce que j'espère pouvoir faire, tout ce que je prévois de faire rendu à Montréal parce que je vais déménager à Montréal. Donc, c'est vraiment comme moi, dans le fond, qui quitte ma petite vie d'enfance pour après arriver dans la vie adulte. Moi, mon œuvre, c'est un regroupement de graffitis, de tags, une forme d'art assez méconnue, puis qui représente beaucoup plus que juste des tags ou juste quelqu'un qui est passé. Une sorte de joie, des fois, une sorte de façon de vivre. Ben moi, dans le fond, j'ai fait ces toiles-là comme pour ma tante qui déménage bientôt. Puis elle vient du coin. Puis ça, c'est un lac qui est pas trop loin d'ici. Puis je lui ai demandé quel lac elle voulait que je fasse. Puis c'est celle-là. Donc, c'est elle puis son amoureux qui font du kayak sur son lac d'enfance. Puis après ça, j'ai fait comme un zoom pour rajouter un petit côté technique à la toile. Moi, en fait, ma toile, j'ai pris celle-ci parce que j'ai essayé d'exprimer le sentiment que quand, même si tout va mal, même si c'est dur, essayer d'aller chercher dans les efforts qui nous restent pour donner encore quelque chose. Mais moi, dans le fond, je me suis inspirée de l'océan puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'océan. Puis je voulais représenter toutes les couleurs vastes sur l'océan puisque l'océan, c'est quelque chose qui a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Alors, Odile, je pense qu'il y a comme un genre de concours ou quelque chose. Il y a des prix qui vont être décernés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, il y a 2 prix. Il y a le prix du jury qui aura 2 récipiendaires et il y a également un choix du public. Donc, durant l'exposition du 22 au 30 mai, j'invite tous et chacun de venir voter pour votre œuvre coup de cœur et un prix sera rattaché à cela. Donc, c'est un rendez-vous à la chapelle des Cuthbert pour recevoir l'exposition des élèves de Odile Mandeville et les poèmes des élèves de Janie Enfield à compter du 22 mai. Et d'ailleurs, le 22 mai, il y aura le lancement officiel du recueil de poèmes qui nous a été présenté. Donc, cette exposition sera en place du 22 mai au 30 mai à la chapelle des Cuthbert. C'est un rendez-vous à toute la population de Berthier. Au début d'avril, j'ai reçu un courriel de Odile Mandeville, qui est une enseignante à Pierre-de-l'Estache, qui me disait « Il me semble que ce serait le fun de faire une exposition. Puis, tant qu'à faire une exposition dans Berthier, pourquoi ne pas la faire à la chapelle des Cuthbert? » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey, extraordinaire! Il faut absolument faire quelque chose avec les jeunes de Pierre-de-l'Estache. » Et depuis ce temps-là, on communique avec Odile, avec Janie, qui est l'autre enseignante impliquée dans le projet. Donc, la chapelle des Cuthbert, on commence notre saison avec cette activité-là et la saison va se poursuivre en juin, juillet, à août. Il va y avoir des expositions qui vont être tenues ici. À chacun des mois, il va y avoir un exposant différent. Il va y avoir des expositions extérieures. Et il y a aussi les 5 à 7, les jeudis 5 à 7. Tous les jeudis de juillet et à août, il va y avoir des spectacles.
qui sont offerts au Cénacle. Alors, vous avez vu le Cénacle, la sculpture scène là, qui est un peu à l'extérieur. Alors, c'est des concerts qui vont être offerts à la population et en cas de pluie, ça va être déplacé à la chapelle des Cuthberts. Pour votre information, on a des programmes qui sont à l'arrière dans un des présentoirs. Alors, vous pouvez en prendre. C'est un feuillet 8,5 par 11. D'un côté, il y a les expositions. De l'autre côté, les spectacles du Cénacle. Alors, je vous invite à en prendre. C'est pour répandre la bonne nouvelle. Donc, je vais commencer ce vernissage en invitant M. le maire de Berthierville, notre municipalité hôtesse, M. Pierre Lahaye, à vous adresser quelques mots. Merci. Ça passe très serré. Fait que donc, c'est un à la fois. Écoutez, je me sens comme j'étais pour vous faire un sermon ici ce soir, mais ce ne sera pas le cas. Je pense que l'Église n'a jamais été aussi pleine que ça, Mme Joyal. Parfait. OK. En tout cas, je ne l'ai jamais vue aussi pleine que ça. Mme Yvon pourrait nous le dire. Ça fait plus longtemps que nous est ici. Écoutez, ça ne sera pas bien long. Comme je dis, je ne ferai pas un sermon. Je veux juste féliciter tous les étudiants de créativité. C'est vraiment le fun de voir tous ces œuvres-là exposées dans la chapelle. Puis je veux aussi remercier les professeurs aussi, parce que je pense que c'est très, très important, cet accompagnement-là. Puis remercier aussi tous les parents qui sont venus en support aussi à leurs jeunes, aussi au niveau de l'exposition de leurs œuvres. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Fait que sur ça, moi, ça va être pas mal tout ce que j'ai à vous dire comme sermon ce soir. Fait que bonne soirée à tout le monde. Bon, je reviens, et moi non plus, ça ne sera pas tellement long, mais je voulais juste... Évidemment, là, maintenant, je vais céder la parole aux deux professeurs. Je ne sais pas... Là, puis là, je m'adresse aux jeunes. Est-ce que vous êtes conscients de la chance que vous avez d'avoir des professeurs comme ces deux? C'est vraiment une chance inouïe, parce qu'à votre âge, parfois, un professeur inspirant, comme Odile ou comme Janie, ça nous donne une direction, puis parfois, ça nous suit toute notre vie. Alors, je trouve que vous êtes vraiment chanceux d'avoir des professeurs comme celle-là. Et sur ces bonnes paroles, je leur cède la parole. Pardon? Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Oh, je manque à tous mes devoirs d'hôtesse. Donc, je voulais... évidemment, ces projets-là, avec l'École Pierre de Lestage, ne peuvent pas se réaliser sans la collaboration active de la direction. Et j'inviterai Mme Latour, directrice de Pierre de Lestage, à vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Vraiment un beau privilège de pouvoir accueillir tous ces gens à la chapelle. Je suis stupéfaite de voir le mariage qu'il y a entre les mots et l'art visuel qui se produit ici. C'est vraiment un gros wow. J'ai pris le temps d'arriver d'avance. Ça m'a permis de faire le tour au complet avant que cette vasteté de gens soit ici. Et pour vrai, c'est impressionnant. Vous avez su marier les valeurs de l'école. Il y a clairement de l'engagement ici et de la persévérance à travers tout le travail que vous avez pu faire. Et c'est vraiment un gros wow. J'en profite pour féliciter, bien sûr, Janie et Odile, qui, sans vous deux, cette expérience ne serait pas là possible pour les jeunes. Pour vrai, puis même que j'en profite pour leur donner une belle main d'applaudissements parce que ça fait rayonner l'école. Et je termine en disant merci à vous, famille, amis et parents qui sont là pour soutenir cet événement-là, qui sans vous ne serait pas la même chose. Donc, une bonne main d'applaudissements aux élèves et à vous aussi. Donc, je vous cède la parole, mesdames. Je suis accompagnée de Caroline Bolette. Bonjour, Caroline, on se connaît. Je t'ai connue petite fille, que je connue très jeune. Et je pense qu'on peut être très fiers de toi.
parce que tu as beaucoup progressé. Tu as commencé en ressources humaines. Si on te ramène un petit peu, on pourrait dire, faire une espèce de CV de bilan. Mais c'était pas à mode ressources humaines dans le temps. C'est quoi qui avait motivé ton choix d'aller étudier dans ça? En fait, je me suis rendu compte en fouillant dans mes vieux souvenirs que dans mon livre de secondaire 5, j'avais écrit que j'allais travailler en ressources humaines. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans de ça, là. Un petit peu plus, tout près, peut-être 7. J'avais testé plusieurs métiers, une journée par-ci, par-là, puis ça m'a permis de découvrir que j'aimais beaucoup les ressources humaines parce que j'étais en contact avec des gens. J'ai hésité entre ça et les communications. Fait que là, je fais les deux. Dans mon entreprise maintenant, je fais de la communication en même temps des ressources humaines. Tu avais commencé à la Richard, hein? Je pense que tu as commencé à la Richard. J'ai commencé chez Patrick Morin, au centre de distribution en ressources humaines. À faire des payes? Oui, à faire des payes pendant que j'étais en train d'étudier en ressources humaines. Après ça, j'ai eu la chance de venir travailler chez EBI pendant une dizaine d'années. Puis c'est quand j'ai commencé dans mon entreprise que j'ai collaboré avec Outils Richard et d'autres clients. Mais qu'est-ce qui t'a motivé d'aller partir de l'entreprise? C'est allé chez EBI, tu sais, je comprends le job, on pourrait dire le job d'étudiant chez Patrick Morin, tu prends, mais tu sais, malheureusement, dans ce temps-là, ressources humaines, c'était à faire des payes, calculer des codes CSST. Soutenir pour les embauches, des choses comme ça. C'est ça, tu sais, les codes CSST, des retraits préventifs, toutes des choses comme ça. Là, tu t'en vas chez EBI, là, tu vis vraiment une autre réalité, parce que EBI, c'est un monde de gars. Oui, c'est des métiers, c'est sûr que la construction aussi, c'est quand même un monde de gars avec la rénovation, mais oui, tu sais, il y a des métiers plus éboueurs, chauffeurs, mécaniciens. Donc, c'est mécanique et tout ça, que là, tu as développé une expertise, justement, en santé-sécurité, tu sais, comment prévenir les chutes, puis tout ça. Puis c'est quoi qui était le déclic de dire, bof, je suis bonne, je m'en vais partir à une compagnie? Oui, j'ai été pendant une année à savoir que j'achevais. Que j'avais probablement fini mon travail là-bas parce que j'étais prête à autre chose, mais je savais pas encore quoi. J'adorais les gens là-bas, j'adorais les contacts que j'avais eus là-bas, mais je sentais que c'était fini puis qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient, mais je savais pas encore quoi. Fait que pendant un an, j'ai expérimenté d'attendre, de voir qu'est-ce qui allait se présenter. T'as quand même arrêté de travailler? Non, j'ai continué de travailler, mais je sentais à l'intérieur de moi que ça achevait, mais je savais pas quoi. Fait que j'attendais comme un signe, quelque chose. Puis, à un moment donné, j'avais une opération à avoir à ma mâchoire que je repoussais. Puis, pendant les 2 semaines d'arrêt de cette opération-là, j'ai eu le déclic, puis là, j'ai compris. J'ai compris que tout ce que je savais faire maintenant, je pouvais me partir d'une compagnie, puis faire ça pour plein d'autres compagnies. D'avoir la chance de faire autant des ressources humaines puis de la santé-sécurité, mais pour des compagnies d'ailleurs, d'autres choses, de découvrir d'autres métiers. Et là, ça m'a ouvert un monde de possibilités. Ben c'est ça. Mais c'était quand même un guess à prendre, là, tu sais. Oui. Je veux dire, ça prend de l'audace. Ça prend de l'audace, félicitations, on pourrait dire ça. Tu es installée ici à la boîte à start-up. Depuis 2018, tu étais dans les premiers. Peut-être 2019, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, dans les premiers, tout ça. Puis encore que je collabore avec eux depuis le jour 1 de la compagnie. Il y a des clients nouveaux qui s'ajoutent à ça. J'ai des clients en dehors de la région. On a des clients un peu partout à travers le Québec. C'est fou comment maintenant le marché du travail n'est pas limité avec tout ce qui s'est passé aussi avec le COVID. C'est ça que je m'allais dire. On était à environ 4 employés à l'époque. Puis du jour 1 au lendemain qu'on a les annonces COVID, là, je me dis, OK, j'ai un nouveau local, on est rendu 4, là, il va se passer quoi? C'est une responsabilité comme patron. Là, je me dis, est-ce qu'on s'en va tout en chômage ou on va avoir de l'aide à offrir aux compagnies? Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens avaient besoin d'aide pour mettre leurs employés soit au chômage ou les garder en formation. Les fameuses règles de SSUC, puis toutes les réclamations, le 500$ pour les employés en arrêt, comment, tout ça est arrivé. Tu dirais-tu que ça t'a aidé? Je pense que dans n'importe quelle difficulté, il y a du potentiel. Fait qu'on a été chanceux de voir le potentiel parce qu'on s'est mis aussi à faire de la formation en ligne. On s'est mis à soutenir les employeurs à distance, fait qu'on n'était plus obligé de se déplacer. Ça a créé tout un autre monde de voir ça comme positif, de voir les opportunités au lieu d'être assis à la maison à attendre puis à se dire, mon Dieu, c'est donc épouvantable. Ça a démocratisé les ressources humaines, puis ça a amené un peu l'expertise des ressources humaines, un peu comme un avocat. Oui. Tu sais, d'avoir la chance d'avoir un expert, sans nécessairement en avoir un à l'interne, mais d'avoir la chance d'avoir un expert, soit à l'externe dans un bureau comme nous, ou de reconnaître l'essentiel de cette fonction-là. Par contre, on entend présentement avec les situations économiques
que c'est peut-être un métier qu'on est prêt à prendre le poste puis à l'enlever dans notre entreprise pour sauver des dépenses. Ouais. Je dirais que c'est une bonne erreur. Oui, mais c'est ça, parce que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre cette expertise-là comme dans d'autres choses. C'est ça, c'est souvent la personne qui maintient les humains en place soudés. C'est la personne qui va se rendre compte quand il y en a qui vont pas bien. Ouais. C'est la personne où on va aller cogner quand on a des problèmes. Imaginez-vous si on enlève ça des milieux de travail, comment les gens vont au niveau psychologique, au niveau soutien, au niveau mental, plus avoir vraiment de référence si les gestionnaires ne reprennent pas la pôle, puis les gestionnaires en ont déjà plein leur casque. Moi, c'est ça. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Ouais, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux.
Donc, soit croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais...